Merci infiniment. On voit ce que l'épistémologie, science Ça, c'est des de la questions. philosophie que les gens ignorent un peu, peut nous apporter quand elle est déployée avec autant de compétences et de vigueur, je dirais. Juste deux questions. Est-ce que, après le triptyque seuil, bornes et frontières, on ne devrait pas ajouter d'un point de vue éthique la notion d'horizon? C'est-à-dire que quand on fait l'éthique, on a quand même une visée et une dimension d'ouverture, de téléologique d'une certaine manière. Et donc pour sortir de ce cadre un peu formaliste, est-ce qu'on n'a pas, nous, d'un point de vue éthique, d'un point de vue anthropologique, bref, pour ce qu'on est en tant qu'humain, à avoir aussi cette vision d'espérance, c'est-à-dire de ne pas être enfermé dans l'esprit de système et donc dans notre intelligibilité des choses, comment reconquérir cet espace de dignité et de liberté qui n'est pas uniquement dans la critique, mais dans la construction d'alternatives. Ça, c'était le premier point. Parce que derrière, tout ce que tu as évoqué, c'est la notion de la règle qui est derrière tout ça. Il y a celle, effectivement, dont on est encore capable de maîtriser ces fondamentaux. Bref, c'est des questions que je me pose. Deuxième point, quand tu dis à un moment donné l'opacité et la symétrie, enfin je veux dire, tu évoques la notion de symétrie, je pense qu'en éthique, et c'est un défi important par rapport aux questions qu'on va aborder aujourd'hui, c'est pas uniquement la symétrie, c'est la réciprocité. Parce que de la même manière qu'on a évacué rapidement la pertinence du concept de responsabilité, même si on doit le travailler, je crois que c'est véritablement la réciprocité, c'est la notion d'altérité qui peut être posée d'un point de vue éthique par rapport à cette question. Puis le dernier point, mais on ne va pas développer, j'ai la chance de travailler quasiment au quotidien avec Léo, donc on poursuivra notre discussion dans l'intimité de nos relations au quotidien. Mais le dernier point que je dirais que on a évoqué souvent ici, les fondamentaux pour nous de l'éthique biomédicale, c'est le code de Nuremberg. Donc, rappelez-vous, 1948, avec 1947, avec l'article 1 sur le consentement. Et donc, on voit, et c'est très intéressant quand tu as dit, finalement, on doit s'approprier une capacité ou une puissance d'agir par rapport à quelque chose qui est finalement très abstrait, très virtuel, très insaisissable d'une certaine manière. Donc on ne sait pas de quelle manière l'appréhender, ne serait-ce que conceptuellement, on est démuni. Quand tout à l'heure, Gilles disait qu'il fallait qu'on soit inventif d'un point de vue conceptuel, on ne sait même plus si la notion de concept est encore pertinente par rapport à cette agitation très abstraite, ce qu'on n'arrive pas véritablement à préciser même dans ce qu'elle est, dans ce qui pourrait la qualifier. Donc la vraie question, est-ce que la notion de consentement a encore une pertinence? Si vous regardez un des grands textes de la bioéthique, c'est la loi du 4 mars 2002 sur le droit des malades et la qualité du système de santé, que tu as parlé de la trajectoire de soins. Et pour nous, effectivement, c'est un enjeu de travail important en matière de bioéthique, de voir de quelle manière la personne, dans son parcours de la maladie, ne sera pas réductible à l'anticipation qu'on aura, non pas de ses choix, mais des déclenchements et des logiques de sa maladie. Bref, la question du consentement, comment on peut la poser aujourd'hui? C'est-à-dire en quels termes? Qu'est-ce que c'est un consentement pertinent? Et pourquoi je pose la question? Parce que dans la loi du 4 mars 2002, pour ceux qui la connaissent, on a affirmé le principe d'autonomisation de la personne, au principe que si une personne est informée sur sa maladie, elle est en capacité de co-décider, d'être partenaire de la décision, et donc sa décision ne sera pas uniquement l'arbitraire d'un pouvoir médical, mais ça sera comme objectif trouver un consensus en considérant que cet équilibre permettra l'acceptabilité en quelque sorte de la proposition thérapeutique, même quelquefois si elle est limitative. Bref, est-ce que le concept de consentement est un concept recevable, sachant que quand on est inclus dans une recherche et que des données vont en être tirées, on doit demander à la personne son consentement, y compris s'il y a exploitation sur d'autres types de recherches par la suite des données qu'on a acquises. Voilà. Oui, merci beaucoup Emmanuel, ça fait beaucoup de questions et qui reviennent effectivement au débat précédent sur la responsabilité, est-ce que c'est un concept qu'il faut réformer ou qu'il faut abandonner? Et du coup, les concepts de réciprocité, de consentement, d'espérance, des concepts un peu classiques de l'éthique, faut-il les réformer ou les abandonner? Moi, je fais plutôt partie des personnes qui considèrent qu'il y a un peu les deux, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve en philosophie de création conceptuelle. Parfois, il faut complètement réformer des concepts. Ce que j'essaye de faire sur la question des limites, parce qu'ils ne sont plus satisfaisants. Et puis parfois, il y a simplement des petits ajustements à faire sur des concepts qui sont classiques et qui sont encore opérants. Donc ça, j'allais dire, c'est au cas par cas. Sur la question du consentement, par exemple, la question, elle se pose
effectivement, je crois, de façon à la fois assez classique dans le domaine des algorithmes, et à la fois avec quelques spécificités. Ici, la question, c'est, par exemple, à se poser, c'est le consentement à être calculé. Le consentement à être calculé ou le consentement à être orienté dans ses comportements, dans son agir, par des algorithmes qui calculent. Donc ici, on pourrait dire que c'est une question quand même assez classique. Consentement à être calculé, voilà, est-ce que ce bot, ce robot qui traque mes données et mes comportements, par exemple, sur Internet, je consens à ce qu'il fasse. Bon, ça, c'est aussi beaucoup la question de la RGPD, etc. Mais avec des difficultés supplémentaires techniques sur la possibilité à distinguer un être qui vous calcule d'un être qui ne vous calcule pas. Donc, c'est une question à la fois classique, mais qui techniquement, j'allais dire, dans son implémentation, oui, algorithmique, n'est pas si simple que ça. Mais je pense qu'on pourra en revenir dans les tables rondes, puisqu'il y a un sujet qui va traiter des agents conversationnels, et je pense que c'est un sujet qui est lié à ça. Bon, l'espérance, évidemment, pour reprendre la première question, ça, c'est dans la bouche de tout le monde. Et moi, ce que je voulais essayer de dire ici, c'est plutôt ce qui résiste à ces espérances, précisément, qui sont parfois justifiées et qui sont parfois hyperboliques. Et donc, plutôt m'intéresser, ce qui, je crois, est peu fait, à qu'est-ce qui va limiter, finalement, ou qu'est-ce qui peut limiter le développement des algorithmes, et non pas les espérances que l'on peut porter sur eux d'un monde meilleur, plus efficace, plus équitable, etc. Où là, je pense qu'il y a une inflation assez importante là-dessus de réflexion. Donc voilà, j'ai plutôt essayé de dire non pas qu'il ne faille pas espérer, parce que dans une forme de limitation, il y a la création de poches de liberté, de créativité, comme je l'ai montré, aux frontières. Moi, je crois beaucoup, mais bon, c'est une des possibilités, je crois beaucoup à ces capacités de rétro-ingénierie sociale, des usagers sur les systèmes techniques, mais qui demandent énormément de conditions qui ne sont pas aujourd'hui remplies, mais qui peuvent créer véritablement l'espérance de nouveaux usages, de libération, et qui sont porteurs d'espoir. Mais faut-il encore qu'il y ait une forme d'équité des puissances d'agir entre les protagonistes aux frontières, qui, à mon avis, aujourd'hui, n'est pas tout à fait une condition qui n'est pas tout à fait remplie. Alors, la question importante, mais Emmanuel n'est plus là pour écouter la réponse, mais c'est pas grave, il y a la vidéo et il écoutera de façon différente. Bon, animer le débat. Voilà, c'est ça. C'est la question de la réciprocité, de la symétrie et de la possibilité d'une altérité. Je pense que c'est vraiment une question importante. C'est qui l'autre dans le monde numérique, et ça, c'est vraiment la question que je posais au début sur le seuil de performativité. À partir de quand l'autre de la machine devient finalement plutôt une fonction de la machine, devient un agent fonctionnel de la machine comme un autre. Et donc, finalement, on n'est plus une altérité radicale qui crée un hétérogène et qui permet cette conflictualité dont j'ai parlé aux frontières. À partir de quand, finalement, l'autre n'est plus qu'une fonction. Et donc ça, ce seuil de performativité des algorithmes, des systèmes techniques numériques, je trouve que ça, c'est vraiment une question difficile. Bon, on peut la traiter, par exemple, certains la traitent sur la question de la subjectivité. À partir de quand notre subjectivité devient algorithmique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus propre à notre devenir, elle n'est plus en quelque sorte immanente à notre devenir, mais c'est une subjectivité annexée par les algorithmes. Bon, et donc nous pensons finalement avec les codes. Bon, voilà, ça, je pense que c'est une question de seuil, ça ne peut pas être des bornes, c'est trop compliqué ici à dire quelles sont les bornes ici, mais c'est la question du seuil du seuil de performativité qui, effectivement, peut détruire l'altérité, ou en tout cas pas la détruire, mais faire qu'un autre n'est plus qu'une fonction d'un système et non pas une altérité qui permet de faire résister, hésiter, bugger ce système. Voilà. Je m'interroge beaucoup par rapport à notre humanité dans tout ça. En fait, elle devient de plus en plus floue dans notre relation avec la machine.
Oui, Philippe Viard, psychologue clinicien à l'hôpital. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir reparlé de Gilles Deleuze et indirectement de Spinoza et du Conatus. Bon, je pense qu'on l'a tous reconnu et c'est sympathique de réentendre ces auteurs dans ce débat-là. Je voulais simplement vous dire une chose, une proposition concrète. Derrière tout ce que votre exposé, il y a une réflexion politique de base, à mon avis fondamentale, sur la différence entre l'État administratif et l'État constitutionnel. Vous avez bien compris que l'État administratif, l'État fondé par Cambacérès pendant l'Empire et qui a été aussi repris, hélas, pendant le gouvernement de Vichy, est un État qui fonctionne uniquement sur des procédures et des expertises juridiques ou autres, sans principe électif. Vous imaginez tout de suite que les algorithmes pourraient tout à fait profiter à un État administratif au-delà de toute mesure. Et je pense que là, la différence politique, elle est importante entre État administratif et État constitutionnel, c'est-à-dire basé sur un principe électif ou un pouvoir en limite toujours un autre. Voilà. Merci en tout cas à vous. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je suis doctorante et médecin. Et donc, ma question, c'est pour, dans le milieu associatif, fréquenter pas mal de jeunes. J'ai l'impression que la situation montre un élargissement de la perception des limites dans l'utilisation des produits issus de ces algorithmes. Et on nous renvoie constamment à la liberté, en fait, de manière très, très large quand on parle de ça. Et du coup, on parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait peut-être poser des bornes, notamment parfois juridiques, parler de la responsabilité, tout ça. Mais pour les jeunes, il y en a beaucoup qui vivent ça un peu comme une oppression, puisqu'ils ont eu un peu cet espace de liberté. Et là, on voudrait les opprimer. Et c'est amplifié par des discours d'adultes, entre guillemets, qui sont un peu mus par des visions idéologiques ou commerciales qui légitiment un peu ce sentiment d'oppression chez eux. Donc d'un côté, on disait qu'il fallait discuter avec eux, et c'est vrai qu'à l'école, maintenant, ils apprennent à utiliser le côté technologique, mais sur le côté vraiment très philosophique, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas préparés, et pourtant, les choses évoluent très vite d'un côté technique, et si on veut espérer arriver à cette symétrie dont vous parliez, en fait, comment est-ce qu'on pourrait faire concrètement là ? Par rapport à ce que vous venez de dire juste à la fin, moi, je ne suis pas du tout l'expert de comment faire concrètement. Mais je vais quand même essayer de dire un mot. Sur la question des procès de l'État administratif et l'État constitutionnel, et puis l'hyper-procéduralisation effectivement de la façon de vivre ensemble, finalement, de ce que vous dites, de ce qui fait État ou de ce qui fait commun. Je pense qu'ici, vous posez la question mais un sujet qu'on va aborder après, la question des médiations humaines ou des garanties humaines. À partir de quand on garde dans un processus algorithmique des possibilités d'intervention humaine pour interpréter, réorienter, ralentir, bifurquer. Par exemple, à partir de quand le code civil deviendra un code algorithmique et qu'il n'y aura plus besoin de juge, puisque tout sera codé. Je pense qu'il est assez facile, tous les codes juridiques en général, de les rendre computables. C'est des codes déjà, et c'est assez simple, c'est très donc, et que les peines qu'on donnera ou les jugements que l'on fera seront simplement issus d'un algorithme qui aura fait marcher un petit peu la machine à donner. Et là, effectivement, la place de celui qui interprète, avec son arbitraire, avec aussi ses biais, mais qui sont l'humain. Mon ami Miguel Benazayac dit le propre de l'humain, c'est de merder. Bon, moi j'aime bien cette phrase. C'est ce que disait aussi Gilles de Weck. C'est propre de l'humain, c'est précisément l'imparfait, et qui est source de créativité, puisque c'est dans l'aspérité de ces bugs que peuvent s'ouvrir quelque chose de nouveau. Dans la procédure, il n'y a pas de créativité, évidemment. Donc je suis d'accord avec ce que vous dites. Alors sur la question des jeunes, ça c'est une question qui n'est pas facile, et de comment... parce que moi je pense qu'ici, justement, il y a une confusion entre bornes et limites. Et je ne suis pas sûr que l'instauration de bornes, justement, ce soit la meilleure façon de faire. Vous donnez à quelqu'un un objet d'une puissance inouïe, avec des possibilités d'agir qui sont incroyables, et vous lui dites maintenant tu ne l'utilises plus. Mettez une borne, un interdit. Non mais évidemment, c'est quelque chose qui est d'une part créé de la frustration, mais plus que de la frustration, je pense du mal-être.
Hein, vous avez la télécommande de la télévision dans les mains, hein, vous zappez, puis tout d'un coup on vous la prend, hein, et on vous dit maintenant c'est terminé la télé. Là, c'est l'horreur, pour effectivement pas que les jeunes, je pense, hein, je ne sais pas. Donc la question c'est quelle est la nature des limites que l'on peut mettre pour créer, pour continuer à créer du désir finalement, parce que c'est ça la question de fond. Et c'est pour ça que j'ai dit que je pense que la façon de poser des limites ou d'instituer des limites dans ce domaine-là est plus intéressante sur la question des frontières. La question plutôt que les bornes. C'est-à-dire comment, dans une frontière où finalement il y a un face-à-face entre la machine et nous, où il y a un face-à-face entre le système technique qui calcule et nous qui ne sommes calculés, on peut agir, on peut modifier, on peut bifurquer, on peut danser, on peut jouer avec ce système technique. Et ça, je trouve que, du coup, c'est la créativité, voilà. Mais pour ça, et vous avez raison, quand vous dites très concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, ça serait, alors, d'une part, un changement, et je pense que là, l'intuition de Gilles de Weck pour dire quelle sera la nouvelle génération de produits algorithmiques qui va faire succès sur le marché. Moi, j'ai l'espérance que ça soit précisément des produits qui sont hors marché et que ça puisse être des communs qui puissent être modifiés, réutilisés, réorientés, qu'on puisse jouer finalement avec ces systèmes techniques pour se les réapproprier. Si évidemment le système il est fait pour que vous soyez un usager un peu bêta qui utilisait des applications dans un champ très restreint et que de toute façon dans la conception des objets c'est fait comme ça, c'est déterminé. On sait aujourd'hui que les entreprises, quand elles créent des objets techniques, elles font un marketing d'usage et qu'elles déterminent les usages. Donc c'est sûr que si on est dans ce paradigme-là, évidemment là les bornes sont frustrantes et enlever ce joujou crée du mal-être. Par contre, si on réfléchit à des nouvelles frontières algorithmiques où on peut développer la puissance d'agir du calculé, de l'être calculé ou de l'usager de calculateur, là, je crois qu'on est sur quelque chose d'intéressant. Dans le domaine, par exemple, du soin, pour prendre un exemple très concret, plutôt que de subir une décision thérapeutique algorithmique, ce qui pourrait, par exemple, être le cas, et qui est déjà un petit peu le cas, mais qui pourrait se développer. Ici, l'idée, ça serait que le patient, en capacité, dont on a créé, on a augmenté la puissance d'agir, puisse comprendre les paramètres en jeu dans cette algorithmique, les changer, voir quelles sont finalement les statistiques qui sont à la base de ces préconisations, quels sont les biais qui sont à la base de ces statistiques, etc. Et comment finalement il peut jouer, comme il joue avec son médecin dans une discussion sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire cette intimité qui se joue dans la relation entre le médecin et le patient. Est-ce qu'on peut la recréer entre l'être calculé et le calculateur, et le système technique qui calcule. Voilà. Donc ça c'est pas concret, c'est pas très concret, mais en tout cas c'est je pense typiquement lié à la nature des limites que l'on met dans ce domaine-là. Voilà. Merci pour ces éclairages. Je vais me permettre une toute petite remarque en tant qu'informaticienne sur ce que tu viens de dire à la fin de la réponse à la dernière question. En fait, ce jeu qui pourrait avoir lieu entre le calculé et le calculateur, moi je mettrais un triangle, je mettrais le concepteur aussi dans des algorithmes dans la boucle. Et en tout cas, moi je me suis sentie concernée par la question et je trouve que vraiment ça ouvre un vrai champ de réflexion par rapport à la possibilité de réflexivité justement de l'algorithmicien. Voilà.